Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons débriefer le premier match des finales NBA entre les Nuggets et le Heat de Miami qui s'est terminé par la victoire de Denver 104-93 des champions de la conférence Ouest. Pour m'accompagner, j'accueille sans tarder Thomas Bergeron, grand amateur de fromage persillé et aussi de basketball. Bonjour Thomas. Salut, quelle intro, franchement ça fait rêver. Tu vas bien ? Ouais, ça va très très bien. Ça y est, Thomas, les finales NBA sont lancées. C'est Denver qui s'est imposé à domicile pour ce premier match de la série. Ce qu'ils ont fait lors de chaque duel dans ces playoffs, le Heat qui avait pris l'habitude de mettre la pression immédiatement sur ses adversaires en s'emparant du Game 1 les tours précédents, ont souffert face à la taille et à la discipline des Nuggets. Thomas, quel a été ton sentiment dominant après cette première rencontre ? Mon sentiment dominant, ça a été que justement la domination des Nuggets a été assez, assez incontestable et on a eu jusqu'à présent des super playoffs 2023, mais je suis pas persuadé qu'on va avoir une super finale, dans le sens où je suis très inquiet pour le Heat et ce qu'a montré ce premier match me laisse augurer une finale. J'ai peur qu'elle soit un peu à sens unique. Mais bon, le Heat nous a beaucoup surpris depuis quelques semaines. Mais franchement, très grosse impression laissée par les Nuggets. Quand tu as commencé, avant que cette série commence, est-ce que tu peux me donner un petit peu quel était ton sentiment pour aborder cette série ? Qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait se passer ? Tu peux me donner ton pronostic éventuel si tu en avais un. Comment tu voyais ça se passer personnellement ? Est-ce que je peux commencer par une petite digression à un niveau plus personnel par rapport à toi ? Vas-y. Je t'invite à profiter de cette finale et de ces playoffs, parce que tout le monde connaît, en tout cas les gens du podcast connaissent ton amour pour Nikola Jokic. Et ben dans une carrière NBA, bon parfois on adore un joueur et il ne gagne jamais. C'est vrai, parfois il gagne. Ça m'est arrivé beaucoup. Et parfois il gagne et en tout cas c'est toujours très rare. Donc voilà, je voulais simplement t'inviter à vivre le moment, à profiter au maximum. Je pense que tu le fais, mais ça fait toujours du bien de prendre un petit pas de recul pour savourer dans ces moments-là. Pour rebondir sur ce que tu dis, Thomas, sache que l'expérience m'a appris depuis le temps. Quand je compte le nombre de déceptions que j'ai eues dans ma carrière de fan, je reste sur ma réserve toujours. Tant que le boulot n'est pas terminé, c'est ce que dit Kobe Bryant, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. Job is not finished et voilà, j'attendrai jusqu'au dernier moment avant de me réjouir et de sauter au plafond. Par contre, quand ça va gagner, vous allez m'entendre parler, ça c'est sûr. C'est très sage. Non, mais après, du coup, ça rejoint un peu ma question parce que, écoute, depuis le début des playoffs, je dirais même depuis le début du premier tour, je suis très impressionné par Denver. Tu sais, parfois tu vois jouer une équipe, et alors bien sûr, il peut toujours y avoir une blessure, on sait jamais, il peut y avoir plein de choses qui se passent, mais parfois, certaines années, il y a certaines équipes qui je vais résumer ça en disant, on sent que c'est leur année, c'est-à-dire que il y a une maturité, il y a une alchimie, il y a un collectif qui s'est créé entre les joueurs principaux atteignent le sommet de leur carrière, ce qui est le cas pour les deux meilleurs joueurs de Denver. Le supporting cast est bien en place, la hiérarchie est bien en place, c'est bien coaché, on sent des habitudes. Et Denver fait vraiment l'impression de ce rouleau compresseur cette année. Ils jouent en confiance, les choses sont en place. Cette équipe se pose pas de questions et elle est très forte. Donc voilà. À côté de ça, t'as une équipe qui est un peu tout l'inverse, quoi. Miami a fini 8e. Alors bien sûr, je suis le premier à le dire. Franchement, la saison régulière, c'est pas que ça veut plus rien dire, mais et ça contredit ce que je viens de dire à propos de Denver qui était premier de la saison régulière. Mais... Non, mais je comprends. Il y a deux lectures, en fait, avec ces deux clubs en finale NBA. Il y a deux salles, deux ambiances en termes de saison régulière, du parcours, de comment ils en sont arrivés là. Enfin, bref. Non, mais c'est clair. Après, justement, ce qu'avait
ce qu'avait parfaitement fait Miami jusqu'à présent, c'était ce que j'appelle de l'embuscade, quoi. C'est-à-dire, ils prennent le match 1, ils mettent la pression, Jimmy Butler sort des matchs extraordinaires, etc. Bon, là, on n'a rien vu de tout ça sur ce Game 1. Butler doit prendre 13 tirs, je pense, un truc comme ça. 14, 6 sur 14 au tir. Ouais, voilà, 14, il met 13 points, pardon. Franchement, alors je sais, est-ce qu'il est fatigué, est-ce que la non-adresse de ses coéquipiers a fait que, etc. Mais alors au final, l'écart final de 11 points est plutôt flatteur en fait, parce que le match il oscille toujours entre 12 et 20. Miami a dû mener 30 secondes, je crois, un truc comme ça. Et puis on a senti Denver en total contrôle. Dès que Miami s'est rapproché, ils ont trouvé quelques solutions. Et puis d'un coup, cette formidable équipe, parce que là, je suis dur avec Miami. Forcément, si on m'avait entendu une semaine avant, ça aurait été très différent. Mais là, d'un coup, les mecs qui étaient pas draftés avaient vraiment l'air de mecs qui n'ont pas été draftés. Si on laisse Gabe Vincent de côté, enfin, je veux dire, Strus, Martin ont déchiré. On a l'impression qu'ils étaient pas au niveau. D'un coup, on avait l'impression que cette équipe de Miami était très petite, très légère. Physiquement, ils se sont fait complètement dominer. Et donc, dans le fameux débat Rest or Rust, qui a été tranché là par Denver au Game 1, d'un coup, on a l'impression, on se dit aussi que les 9 jours de repos qu'ils ont eu en plus que Miami, au fur et à mesure que la série va durer, ça va être, ils vont peser de plus en plus. Donc, je me dis que franchement, aujourd'hui, si ça finit à 4-1, ce sera pas mal pour Miami. Franchement, je serais ravi de me planter, mais j'ai l'impression que ça va être super dur pour le 8, quoi. C'est effectivement, c'était mon pronostic dans le preview qu'on a fait mercredi avec Florent. Et quand je vois ce match 1, j'en ressors avec la même idée. C'est-à-dire que la marge d'erreur de Miami est extrêmement mince. Il faut que tous les feux soient verts pour eux sur plusieurs domaines, plusieurs secteurs de jeu, pour plusieurs joueurs en même temps. Il faut le perfect storm, comme on dit en anglais. Il faut que tout se passe formidablement bien pour espérer gagner un match. C'est assez fou. Ce qui m'a étonné dans ce match, par exemple, c'est que la domination au rebond des Nuggets n'a pas été criante. Il y a 45-43 au rebond. Le Heat a plutôt bien résisté au rebond. Ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs. Jimmy Butler avait dit qu'il faut qu'on s'occupe du rebond de manière collective, et ils ont plutôt bien fait ça. Donc, la différence dans les points inscrits dans la raquette, c'est pareil, c'est pas énorme. Je crois que Denver, c'est 46 et Miami, c'était 38. Bam Adebayo a fait un match absolument extraordinaire, 26 points, 13 rebonds. Il prend 25 tirs, c'est le plus gros total de tirs dans sa carrière. Tu parles des Strus, effectivement, Duncan Robinson, Caleb Martin, qui étaient complètement hors sujet sur ce match. Je pense que ils vont rectifier le tir à un moment ou à un autre dans cette série. Ça me semble évident. Il y a eu des bons points aussi côté Miami. Haywood Highsmith qui sort du lot avec 18 points, 2 interceptions. C'est lui qui prend les 2 seuls lancers francs de ce match. Ça aussi, c'est une grosse donnée dans cette rencontre. Miami ne prend que 2 lancers francs. Tu parlais de Jimmy Butler tout à l'heure. Je crois qu'il tourne à 9 lancers francs par match dans ses playoffs. Il en prend 0 dans ce match. Et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse d'après-match. Il a dit « Je dois absolument me montrer beaucoup plus agressif pour attaquer le cercle. » Et il n'a pas été en mesure de faire ça. Alors pourquoi il ne l'a pas fait ? Pour moi, dire que ce serait un défaut des arbitres, pour moi, c'est pas vrai. J'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Et j'étais très surpris de découvrir ces 2 lancers francs total pour l'équipe de Miami à la fin du match. C'est un record NBA, tout simplement. Voilà à quel point c'est absolument marquant. Mais tout ça pour dire que Denver n'a pas fait de faute. Ils ont vraiment fait un effort pour ne pas faire de faute. Et il y a aussi, il y a un moment, il faudra parler de la défense d'Aaron Gordon sur Jimmy Butler, qui était absolument magistral. Ces 2 lancers francs, moi je trouve qu'ils ils montrent la domination physique de Denver, quoi. C'est-à-dire je suis tout à fait d'accord. On a l'impression à un moment qu'ils ont 10 cm et 10 kilos de plus à tous les postes, et que
d'un coup, ils font tout petit, quoi. On Ils l'a font bien tout vu petit. dès le premier carton. Je veux dire, la Ah façon bah, dont ils ont eu d'aller chercher Aaron Gordon, qui a enfoncé systématiquement n'importe quel mec qui se trouvait en face de lui. ouais. Ah, c'était là, tu te dis, waouh, ça va être dur pour Miami. Comme tu disais tout à l'heure, on avait l'impression que tout d'un coup, c'était chérie, j'ai rétréci les gosses, quoi. Chérie, je rétrécis Miami. J'ai- Ouais, c'est sûr. Et puis en Ça- défense aussi, en défense, bah c'est-à-dire que l'agressivité, en gros, il change pratiquement sur tous les pics, sauf Sauf quand c'est quand Jokic. Jokic est concerné, mais c'est-à-dire entre Porter Junior, Gordon et même Murray. En fait, Murray c'est un petit mais qui est pas si petit que ça. Il est costaud en plus. Donc en fait, il change sur tout. Donc t'as beau poser des pics, t'as pas d'avantage. Et puis Gordon, Porter plus Jokic, mais juste ces deux-là sur tes postes 3 et 4, et ben c'est hyper grand, c'est hyper long, c'est hyper physique. Ouais, au début, c'était tu filais la balle à Jokic poste haut et puis tu le laissais en chef d'orchestre à la baguette. Il a 10 assists à la mi-temps. T'as l'impression qu'il a pas pris un tir, ce qui est pas tout à fait vrai, mais voilà quoi. C'était domination. C'est le second Domination. joueur, c'est le second joueur ces 25 dernières années à le faire, à faire 10 passes décisives en une mi-temps. Et Ouais, c'est LeBron l'autre, je crois, c'était c'est ça? LeBron en 2017, l'autre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Excuse-moi, je voulais juste le caser. Ouais, t'as raison, c'est classe. Non, non, mais voilà. Donc après, ben c'est bon. Il y a évidemment hein, cette adresse de Miami, comme tu disais, le trio Robinson, Strus, Martin. Bon, ils peuvent pas être plus mauvais, donc c'est sûr que ça va changer la donne. Non, mais Mais en fait, après t'as Ice Smith qui fait un bon ouais, mais match, c'est la Caleb fin du Martin match. qui fait un bon match, Kyle Lowry qui fait un bon match. Adebayo, combien de matchs Adebayo il va nous sortir à 26-13 je sais pas. Non, non, il fera pas mieux. Après, Ice Smith, je suis d'accord avec toi, c'est sympa pour lui, mais c'est pratiquement tout en deuxième mi-temps, C'est vrai. quand le score oscille entre 16 et 20, ou peut-être un peu moins. Mais alors, c'est bien, il a montré qu'il était là, tant mieux. Peut-être qu'il a évité que le score final finisse à 25, mais pour moi, c'est pas très. Enfin, je veux dire, c'est des points entre guillemets qui comptent pas, enfin qui pèsent Hmm. pas quoi. Ça change pas la donne, effectivement. En revanche, les 5-6 premiers tirs à 3 points ouverts, ratés de Strauss, ceux-là, ils font super mal parce que tu peux espérer autre chose si jamais, euh, si jamais il les met, quoi. Donc, non, il va falloir une très très forte réaction sur l'agressivité de la part de Miami. Après, il y a des petits. Alors, je sais pas si c'est trop tôt pour parler de détails, tu me dis, mais Non, s'ils non, continuent vas-y, vas-y. par exemple, en défense, leur couverture du pic Murray Jokic. Alors, c'est difficile de trouver la réponse à ce truc-là, Je mais pense. d'avoir Bam qui est en drop down, qui fait 2 pas de recul et puis qui Mhm. laisse Murray attaquer en dribble avec son défenseur dans le dos. Franchement, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir s'ils continuent à couvrir à défendre le pick and roll comme ça. Parce que tu vois, Murray, il met 26, mais franchement, il aurait pu être à 30 facilement parce qu'il y a quelques tirs ouverts qui ratent, qui sont complètement ouverts, quoi. Alors, en plus, l'autre truc qui au niveau défensif qui me perturbe, c'est que Miami, le seul moment où ils ont existé un peu, ils ont perturbé Denver, c'est quand ils sont passés en zone, c'était pas mal, mais je Ce qui pense que était sur assez la longueur. inattendu parce qu'on a tous annoncé au début de la série en se disant ah mais les Nuggets c'est les plus forts pour attaquer la zone et finalement ça, comme tu dis, tu as raison de le souligner, c'est une donnée très importante. Ils ont été un peu gênés par cette zone. Ouais, Sauf en fin de match, quand Jokic a commencé ouais, à dire voilà. bon allez ça suffit les conneries, j'ai pris 5 tirs, il en a pris 7 dans le quatrième quart-temps, il prend 12 tirs en totalité dans cette rencontre, c'est complètement fou. Mm. Et il a dépecé la zone en fin de match. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la zone, ça a fonctionné, mais paradoxalement, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire Ouais. que notamment dans la culture ricain et dans la culture de Spoelstra, de Miami, de Pat Riley, je pense que vraiment c'est vu comme c'est peut-être un peu caricatural, mais cette défense de zone, ouais, pour moi c'est un aveu de faiblesse. Alors elle a marché, mais en fait une bonne équipe comme Denver et avec
un maestro comme Jokic, en fait, ils vont se faire surprendre une fois, deux fois. Alors après, l'intérêt de la zone et des défenses combinées, c'est de les alterner pour perturber un peu l'attaque. Mais ce que j'en retiens surtout, c'est qu'ils se faisaient défoncer en indiv. Ils se faisaient défoncer sur la couverture du pick and roll, Jokic Murray, et donc ils sont venus à ça, et sur la longueur d'une série, il y a aucune chance que ça fonctionne. Donc non, vraiment, il faut qu'ils mettent les doigts dans la prise. Ma question aussi, et quand tu vois le match de Butler, parce que je me rappellerai toujours la finale dans la bulle où Butler à la fin il n'arrive pas à descendre du podium en conférence de presse, quoi. C'est-à-dire que cette équipe de Miami, son ADN, c'est l'énergie. S'ils sont plus petits, ils ont connu ça face à LeBron et Anthony Davis en 2020, justement dans la bulle. Tout à fait. En fait, au bout d'un moment, sur la longueur des playoffs, c'est tellement dur. Et quand tu vois Jokic, t'as l'impression qu'il peut enchaîner encore 45 matchs avec son tempo, avec sa façon de jouer. Voilà, je suis inquiet. Je suis inquiet pour la qualité de cette finale. Je sais pas, moi je sais pas quel est ton sentiment. Je vais te dire ce que j'ai pensé également dans un sentiment qui est vraiment tenace pour moi dans ce match. Quand j'y réfléchis à la fin, j'ai eu ce même sentiment avec les Lakers au premier match, dans la finale de conférence Lakers-Nuggets. Les Nuggets score 104 points, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à ce qu'ils font d'habitude. On dit, mais le Heat, ils ont raté énormément de tirs. Denver a raté énormément de tirs. En vérité, sur l'adresse extérieure, Miami est à 33%, 13 sur 39. Denver est à 8 sur 26, 30,8% au tir, à 3 points. Porter est à 2 sur 11, Murray 2 sur 7, KCP il est à 1 sur 3. Je ne pense pas que parier sur le fait que les Nuggets plantent que 30% de leurs tirs, c'est pas un bon pari à mon goût. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une occasion un peu manquée là-dedans. Tout à l'heure, tu parlais de la défense de zone. En fait, la défense de zone de Miami, c'est un espèce de mix entre une défense de zone et une défense en homme à homme. C'est un truc hybride assez bizarre, qui est plutôt très efficace, qui a été très efficace face à Milwaukee, très efficace face à Boston, on l'a bien vu, on s'en est tous bien rendu compte. Et effectivement, comme tu dis, le jeu à deux entre Jokic et Murray, probablement, c'est une des rares actions NBA qui semble indéfendable aujourd'hui. Je ne sais pas si un jour quelqu'un trouvera la solution, mais pour l'instant, en tout cas, ça semble très compliqué et Miami ne semble pas en mesure d'arrêter ça avec le personnel à disposition. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas à quel point Miami sort de cette rencontre en se disant le prochain match, on shootera plus de lancers francs et on sera plus adroit. Et à quel point Denver se dit on a été maladroit nous aussi et franchement, ils ont eu de la chance qu'on déroule pas plus que ça, quoi. Et j'ai ce sentiment-là qui me colle à la peau à la fin de cette rencontre. Je me dis, tiens, Miami, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'ils ont laissé passer, quoi? Alors, j'ai du mal à me dire qu'ils ont laissé passer parce que franchement, pour moi, ils ont eu aucune chance. Ils n'ont pas existé offensivement. Non, c'était la cata. Après, là où je suis d'accord avec toi, en revanche, c'est que oui, on n'a pas non plus eu un match éblouissant de Denver, quoi. C'était un match en contrôle, tranquille. Franchement, ils n'ont pas eu peur une seconde. Après, est-ce que Denver est capable de monter plus haut? Ben oui, c'est clair. Et donc, bon, pour résumer les choses, moi je vois deux trucs. C'est que il y a pratiquement, comment dire, ce qui est vraiment impressionnant avec Denver, c'est qu'il y a très très peu de mauvais tirs. En fait, tous leurs tirs sont pratiquement des bons tirs, et c'est là où cette équipe est impressionnante, et c'est là où je te rejoins, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire mieux en termes d'adresse, et donc ils peuvent monter plus haut. Et en fait, quand ils déroulent leur basket comme ça, tu perds. Maintenant, pour revenir à Miami, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent être capables de puiser et d'arriver avec un autre niveau d'agressivité, à la fois en attaque et en défense. Quand tu es dominé physiquement, c'est simple, soit t'es plus agressif, soit tu sombres. Donc, le chemin, il est assez simple pour eux, au-delà même de l'adresse, parce que après, tu as Gabe Vincent qui fait 5 sur 10,
Butler est 1 sur 2, Martin 1 sur 2 à 3 points. Je veux dire, effectivement, c'est pas cata. Il y a quelques joueurs qui sont cata. Kyle Lowry fait un bon match. Mais vraiment, globalement, soit ils arrivent à vraiment augmenter leur niveau d'agressivité des deux côtés du terrain, mais je dirais de 25 ou 30%. Et deuxième chose, au niveau du star power, en fait, Jokic et Murray sont un duo que n'a pas Miami, qui peut compter uniquement sur Jimmy Butler, et qui est en dessous de Jokic quoi qu'il arrive. Donc en fait, vu que Murray est très bon depuis la deuxième moitié des playoffs, soit ils peuvent compter sur un Jimmy à 35, 40, 45 sur plusieurs matchs, soit c'est mort. Avec Butler à 13 points et 14 tirs, Miami n'a aucune chance, quoi. Mais alors, aucune. Donc, le chemin vers la victoire, il y a un long chemin à faire pour gagner un match pour Miami. J'aimerais rebondir sur un truc extrêmement pertinent que tu viens de dire. C'est exactement ce que j'ai noté dans mes annotations. La qualité des shoots. Ouais. Et en fait, le problème avec Denver, et c'est le problème que pose Nikola Jokic, enfin, c'est sa qualité première, on va dire. C'est la qualité des shoots que ce gars-là est capable de créer pour tous ses coéquipiers. Et ça, je vois pas pareil. C'est possible, je pense, de le gêner. Peut-être que Spoelstra trouvera quelque chose. On verra. C'est ce qu'on va voir. Et c'est le travail du coaching staff du Heat de trouver la solution. Mais tant que Jokic arrive à créer pour tout le monde des shoots d'une telle qualité, ça va être très compliqué pour Miami défensivement de freiner Denver. L'autre solution, donc la solution suivante, c'est quoi? C'est offensivement de faire jeu égal et de dépasser Denver. Et là, c'est beaucoup demandé au Heat que de faire ça. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il faut que Bam Adebayo soit et Jimmy Butler. Enfin, il faut que Jimmy Butler soit aussi fort qu'il ne l'a été dans sa série face à Milwaukee. Au moins, c'est le strict minimum, ce qui est quasiment superhumain de faire ça. Il faut qu'Adebayo soit au rendez-vous aussi, qu'il nourrisse la marque. Il faut que tout le monde soit au rendez-vous, en fait. Il faut que Caleb Martin redevienne le gars qu'il était sur les 3 derniers matchs face à Boston. Il faut que Max Strus retourne à son adresse habituelle. Comme je disais tout à l'heure, il faut que tous les feux soient ouverts pour Miami. Alors, si tu veux bien, on va parler un peu des ajustements en vue du Game 2, à commencer pour Miami. Selon toi, qu'est-ce que doit faire Miami? Quelles solutions ils peuvent trouver pour essayer de repartir du bon pied dans cette série et potentiellement empocher un de ces 2 matchs à Denver? Allez, bonne chance, tu as 4 heures. Non, mais pas facile, hein, pas facile. Non, très dur. Alors, c'est assez classique, mais en même temps, t'as pas d'autre solution, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, j'en reviens c'est souvent ce qui permet de faire la pendule entre 2 matchs, c'est le niveau d'agressivité. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent espérer de la part de Denver un petit peu de... C'est-à-dire que le sentiment qu'on partage aujourd'hui là dans le podcast, il est évidemment partagé dans le vestiaire de Denver. C'est-à-dire, ils doivent se dire, ah, putain, c'est bon, on les tient, on les dose, ça va, quoi. Donc, si tu as un certain relâchement et que de l'autre côté, tu attaques vraiment bille en tête, et je pense que Butler doit très vite redonner confiance à ses troupes, c'est-à-dire que sur les 5-6 premières attaques, il faut qu'il en joue 3-4 et puis il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il regagne confiance très vite parce que sinon, le collectif de Denver, tu parlais de Jokic, mais Murray a 10 passes aussi. Hein, en fait. Tout à fait. Je peux dire un truc par rapport à ce que tu viens de dire, vite fait. Je trouve que justement, par rapport à ça, quand tu dis, ouais, Denver, potentiellement, ils sont contents d'eux-mêmes et ils se disent, c'est cool, ça se passe bien. Je trouve que le fait que Miami soit revenu dans la partie à moins 10, moins 9, même, je crois, sur un 3 points de Highsmith au début de 4e quart-temps, après un relâchement des Nuggets, je trouve que c'est une bonne chose pour Denver, en fait.
parce que ça leur a montré quelque part que Miami, si tu commences à jouer, excusez-moi du terme, je vais être un peu grossier, si tu commences à jouer au con avec le Heat, ils vont te le mettre en pleine tête. Ça va revenir comme un boomerang et tu vas c'est ce qui est arrivé aux Bucks et c'est ce qui est surtout arrivé à Boston. Et je trouve que cette piqûre de rappel est excessivement importante et c'était la même chose que j'ai pensé pendant la série face aux Lakers. Les Lakers, ils étaient en train de les plier au premier match et finalement les Lakers étaient à 2 doigts de faire un comeback incroyable au premier match. Et ça a remis tout de suite les pendules à l'heure côté Denver en se disant il ne faut pas qu'on relâche jamais, jamais ni l'intensité, ni la pression, ni la main qu'on a autour du cou des Lakers. Et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne piqûre de rappel justement ce truc-là. Ouais, non mais de toute façon, si tu veux vraiment gagner, tu peux pas te relâcher. Après, je suis un peu plus mesuré sur ce retour parce que voilà, dès que Jokic s'est dit ok, ils sont revenus, Ouais, il a vraiment c'est vrai. il a maîtrisé la fin de match et la situation sans trembler, donc et ça lui a même permis d'être d'être encore plus impressionnant, quoi, je trouve, finalement sur cette partie, parce que donc voilà. Après, quand tu regardes le banc de Miami et les solutions possibles, le seul truc que tu peux te dire, c'est est-ce que tu fais rentrer Kevin Love pour amener un peu de... Parce que finalement, par rapport à la physionomie de Denver, qui est peut-être un peu moins athlétique, et encore, j'allais dire que Boston, où tu as vraiment des avions de chasse partout sur le terrain. Est-ce que tu peux le faire rentrer, espérer un peu d'adresse de sa part, un petit peu d'expérience, lui qui a été là, etc. Mais bon, ouais, non, c'est C'est compliqué. Il compliqué. faut qu'ils fassent avec ce qu'ils ont là. De toute façon, là, on le voit bien, hein, les coachs ont joué à 8 d'un côté et à 7-8 de l'autre, quoi. Non, non, je pense que t'as difficilement d'autres solutions que mettre les doigts dans la prise, quoi. Ouais, j'ai bien aimé certaines choses quand même de la part du Heat. J'ai bien aimé comment ils ont limité leurs balles perdues. Ils ont perdu que 8 ballons et concédé 9 points en contre-attaque à Denver, alors que Denver, dans ses playoffs, c'est 16 points par match sur contre-attaque. Ils ont vraiment coupé cette production de points côté Denver. C'était plutôt intéressant. Je pense que Spoelstra va devoir trouver des solutions pour libérer Jimmy Butler des griffes d'Aaron Gordon. Alors comment faire? Je ne sais pas. Mais c'est un problème, clairement. C'est un gros problème. Aaron Gordon est un problème défensif et offensif pour le Heat. Euh, donc j'ai hâte de voir comment Spoelstra va essayer de contourner le problème Aaron Gordon, s'il est en mesure de le faire. Euh, Butler va devoir, je pense, j'ai été très surpris de son manque d'agressivité vers le cercle. Je ne sais pas à quel point Aaron Gordon a été enfin, est-ce que on va, il est seulement capable de le faire? Alors, capable. Oui, il est capable de le faire. Ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que la défense de Denver est-ce que c'est un résultat de la défense de Denver qui l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire, qui l'empêche de pénétrer et qui l'empêche d'être confortable dans ses pénétrations, ou est-ce que c'est juste lui qui n'a pas été assez agressif et au match 2, il y a cet ajustement qui est disponible pour Miami. J'ai hâte de voir quelle est la vérité dans cette histoire. Ouais, Je... Denver a bien défendu. Aaron Gordon peut lui poser des problèmes. Enfin, tout ce que tu dis est juste, mais il aurait fini à 8 sur 25 au tir. Ça aurait été un peu différent que 6 sur 14. Là, moi, je l'ai trouvé, alors, je vais pas dire fatigué, mais en tout cas, il manquait beaucoup d'énergie, quoi. Euh, et à un moment, le rôle du leader, quand tu vois que les autres mettent pas forcément dedans, bah, c'est de prendre, c'est de les prendre les autres sur son dos, quoi. Donc Hmm.
ce sera peut-être la limite de Jimmy Butler, quoi. C'est-à-dire incroyable pour amener des équipes improbables en finale, mais peut-être qu'il n'est pas ce gars-là pour tout un tas de raisons. Et franchement, je l'aime beaucoup, je le respecte énormément. Mais il y a un moment, ça peut être aussi ta limite. C'est-à-dire que là, sur ce qu'il a montré hier, sauf à ce qu'on apprenne qu'il était malade, qu'il a une blessure, qu'il a un truc, enfin, je veux dire, des petits pépins physiques à ce stade-là, ils en ont tous. Bon, bah voilà, clairement, il a pas été au niveau. Alors, c'est sûr que si les autres mettent un peu des tirs externes, écartent la C'est ce que j'allais défense, dire. etc., ça va l'aider mais de toute façon, il n'a pas le choix. C'est à lui d'y aller. Et oui, pour lui qui aime quand même le jeu un peu plus près du cercle, un peu plus old school, et ben la présence de Jokic qui est en permanence dans la peinture, c'est sûr que c'est très emmerdant. Maintenant, il est suffisamment fort, il a un registre suffisamment étendu pour euh, pour trouver des solutions. Après, si vraiment il est éteint par Aaron Gordon, même chose, hein, je le respecte beaucoup, mais tu peux pas te permettre, si tu veux gagner un titre, de te faire éteindre par Aaron Gordon, quoi. Donc non, là, Oui. il doit vraiment montrer autre chose, quoi. Je veux dire, Jimmy Butler était plus dans la distribution. Et effectivement, je pense que si les shooters plantent... Parce qu'ils ont eu quand même beaucoup de tirs ouverts à Miami. Ouais, c'est clair. Leur attaque a généré énormément de tirs ouverts. Ça a été ça a été une bonne attaque. Ils ont peut-être commencé un peu mou au premier mi-temps, mais j'ai trouvé que les ouvertures étaient là. Et j'étais même des fois un peu surpris de voir à quel point ils arrivaient à générer ces tirs ouverts sans aucun défenseur de Denver à proximité. Si ça rentre, ça peut changer la physionomie du match. Je pense que Butler était plus dans ce côté distributeur. Et des fois, on l'a déjà vu dans ces playoffs, où il a tendance à trop jouer justement ce rôle de créateur et il est un peu moins dans le rôle de l'agresseur offensif. Pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter, je pense, du côté du Heat. J'ai une stat assez marrante d'ailleurs pour Miami, pour donner du baume au cœur aux fans du Heat, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de généreux. Ouais, je vois ça. Tu te retrouves à jouer le rôle de l'avocat du. Désolé. C'est Le pas Heat forcément a le perdu costume que tu voulais endosser, mais. le Heat a perdu le premier match de leur série en finale NBA en 2006, 2012 et 2013. Et à chaque fois, ils ont gagné le titre. Ils ont perdu le premier match de leur série ils ont gagné, pardon, le premier match de leur série en 2011 face à Dallas et ils ont perdu la série, on s'en souvient tous. Donc voilà, pour l'instant, Miami, à chaque fois, ça s'est bien passé quand ils ont perdu le premier match en Tout se finale. déroule bien. Ouais, c'est vrai que normalement, quand tu gagnes le premier match, tu as 70% de victoire. Mais À là, peu près, ouais, c'est c'est ça. le hit est l'exception qui confirme la règle. Pour les ajustements côté Denver, Thomas, et on termine là-dessus. Qu'est-ce que tu vois à améliorer du côté des Nuggets? Alors, ben, un peu d'adresse sur des tirs ouverts. Le meilleur exemple, c'est Michael Porter Jr. On peut pas dire qu'il prenne des mauvais tirs, hein, mais il est à 2-11 à 3 points. Il peut facilement grimper un peu. C'est clair. Pareil pour Jamal Murray, parce qu'il met 26 points à 50%, mais j'ai trouvé que c'est la beauté de jouer à côté de Jokic, c'est qu'en fait tu prends 22 tirs et franchement t'en as 15-16 ouverts. Tu sais que je suis un grand fan de Golden State et de ses arrières. Ouais, Quand je vois tout à fait. la qualité des... Enfin, comment dire? Quand je vois les tirs dont bénéficie Jamal Murray et quand tu les compares par exemple avec la difficulté des tirs que doit rentrer Steph Curry ou même Klay Thompson, et ben en fait on peut attendre un peu plus de lui. D'ailleurs, il est à 26 points, ce qui est presque une dizaine de moins que ce qu'il avait montré en finale de conf. Non, encore une fois, au niveau des ajustements, euh, cette équipe bon, je reviens un peu sur ce que je disais au début, cette équipe est super bien dans son basket. S'ils restent concentrés, s'ils n'ont pas de pépins, ils ont qu'à dérouler leurs fondamentaux. Je pense qu'ils vont faire un peu de vidéo et ils vont revoir un petit peu justement
la défense combinée, la zone que propose Miami pour être sûr de savoir quoi faire. Parce que c'est vrai que quand il n'y avait pas Jokic, on les a sentis galérer, justement. C'est le moment où ils ont pas fait des bons tirs. Donc je suis sûr que coach Malone va régler ça. Pour le reste, franchement, sérénité, quoi. Ouais, moi, dans mes notes, j'ai noté cette histoire d'intensité, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir eu cette petite piqûre de rappel en début de quatrième quart-temps, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Et d'ailleurs, Michael Malone en a parlé, je ne sais plus si c'est dans le vestiaire, ou je crois que c'est dans le vestiaire quand il s'adresse à l'équipe, ou en conférence d'après-match, mais il a bien rappelé le truc. Voilà, tu dois jouer les 48 minutes, le truc bateau à dire, mais tu peux pas te permettre, surtout contre Miami, de te relâcher, c'est impossible. Je pense qu'il va falloir que Denver se prépare à potentiellement voir un Jimmy Butler beaucoup plus agressif, aller chercher des fautes beaucoup plus dans le match 2 et s'adapter à l'arbitrage. Je pense que ça sera une grande donnée dans ce match 2. Parce que c'est sûr et certain que pareil, le staff de Miami va pointer ça du doigt et va dire attendez, ils vont peut-être envoyer quelques vidéos en disant regardez, là ça siffle pas, là ça siffle pas. Même si je pense véritablement que ce match a été très très bien arbitré. On n'a même pas entendu Jeff Van Gundy se plaindre pendant ce match, ce qui est un exploit, j'ai envie de dire. Il s'est plaint très peu de l'arbitrage, ce qui est excessivement rare. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis, Denver, après, voilà, continue à exploiter le manque de taille de Miami. J'ai été effrayé de voir Cody Zeller sur le terrain et à quel point il était totalement inefficace, alors que c'est un des rares gabarits qui peut répondre à ce problème de taille. Alors, est-ce que c'est juste un mauvais match de Cody Zeller ? Voilà, est-ce que tu attends quoi que ce soit de Cody Zeller déjà ? Première question. Ouais, c'est ça. Mais si tes espoirs de titre non, mais franchement, non, c'est mais chaud. Non, mais après, il n'a pas été spécialement mauvais. Il joue 8 minutes, mais... Mais il faut qu'il puisse tenir les quelques minutes. C'est un des seuls qui peut vraiment répondre à la taille. Il faut bien qu'Adebayo souffle un moment ou un autre. Alors, est-ce que Miami doit faire du small ball ? Dès qu'il y a Jokic sur le terrain, c'est trop problématique à mon goût. Donc, enfin, à mon sens. Mais bon, voilà. Et si Denver règle la mire en termes d'adresse, s'ils commencent à toucher à l'adresse qu'ils ont eue pendant tous ces playoffs, je vois vraiment pas comment Miami va s'en sortir. Encore une fois, je pense que le scoring dans cette confrontation est un gros problème pour Miami. C'est comment tu restes au contact. Et ça me semble compliqué. Tyler Hero, là, il y a encore un Wojnarowski d'ESPN qui a dit oui, peut-être qu'il va revenir au Game 2. S'il revient pas au Game 2, c'est sûr et certain qu'il revient au Game 3. Je sais pas. T'as un espoir quelconque sur le retour de Tyler Hero ? Franchement, je suis pas mieux informé que Vosges. Non, mais je veux dire, si jamais il revenait, tu penses que ça changerait quoi que ce soit dans ta façon de regarder cette série ou pas ? Très honnêtement, non. Mais bon, après, Miami doit se battre avec ses armes, hein, c'est-à-dire Cody Zeller, je suis d'accord, c'est le seul qui a de la taille. En fait, ils ont encore une fois, hein, ils ont un chemin, c'est agressivité, adresse, maîtrise et mental, quoi. C'est-à-dire que c'est une équipe qui lâche jamais, donc qui te met sous pression, qui doit continuer à pas perdre ses ballons, qui doit continuer à avoir ses tirs ouverts, mais qui doit vraiment, ils doivent absolument gagner la bataille de l'intensité, mais même d'assez loin, quoi. Jokic, ouais. Si tu le laisses enchaîner ses petits pas de ballerine, si tu le laisses, je vais être un peu grossier, mais en fait, il faut qu'il leur tape dessus. Alors c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué dans la NBA d'aujourd'hui que dans la NBA des années 90. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ou dans le Pau Orthez des années 90, etc. Mais en fait, quand t'es moins bon, il faut gagner autrement. Et là, ils sont moins bons. Si ça se joue au basket, il y aura, si tu joues 20 matchs, Denver, ils vont en gagner 16, c'est sûr. Donc il faut provoquer
il faut provoquer, voilà, il faut qu'il les dérange, il faut qu'il les sorte de leur zone de confort. Est-ce que Murray il est capable de péter un plomb? Est-ce que Jokic il faut être plus dur avec lui? Est-ce qu'il faut systématiquement amener une prise à deux, mais ça veut dire que derrière tes trois autres mecs ils doivent être complètement au Laisse taquet tomber, et c'est pas prêts à possible. sauter sur tout ce qui bouge. Enfin voilà, il faut vraiment tenter autre chose. Mais si Denver reste concentré et reste intense, il n'y a pas de chemin pour Miami, je pense, cette année. Ouais. C'est pas possible avec cette équipe. Maintenant, c'est du basket, il y a de la Mhm. psychologie. Le Heat a montré qu'ils avaient une dureté mentale et ils avaient ces qualités-là, mais il faut quand même un minimum arriver à faire dérailler Denver, quoi. Donc, euh, donc voilà, est-ce qu'il faut faire entrer Udonis Haslem pour, euh, pour Ah, je tenter l'attendais celle-là. d'insuffler ce truc-là? Non, non, j'exagère. Mais après, Non, non, mais c'est drôle, c'est très drôle. sur le côté, alors j'aime pas ça parce que j'incite personne à être dirty, mais voilà, de faire dérailler le train d'une façon ou d'une autre, quoi. Ça c'est clair. C'est là où Nikola Jokic est un cheat code pur et simple dans cette équipe où c'est compliqué parce que le gars marque 27 points sur 12 shoots. Je ne sais pas si on conçoit bien l'efficacité offensive que ça représente. Il a 10 sur 12 de lancers francs. Euh, il fait jouer tout le monde et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un moment dans le quatrième quart-temps, enfin, je veux dire, il a passé tout le match à faire jouer tout le monde et il ne s'est jamais senti obligé de jouer, enfin, je veux dire, d'asseoir son jeu offensif personnellement dans la rencontre, si ce n'est dans les 7 dernières minutes du match. Et quand il l'a fait, il était d'une facilité. Son espèce de turnaround, son fade sur le côté là, avec Adebayo, tu vois qu'Adebayo, il est à fond les manettes, il est là, vas-y, c'est bon. Et il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire du tout en vrai. Et Ouais, à c'est, gauche. et c'est ça qui fait un peu peur si t'es fan du hit, c'est que tu te dis, mais ce gars-là, il en a combien sous la semelle là? Il nous a sorti quoi? Il nous a sorti, je veux dire, si on était là, il n'a pas joué toutes ses cartes, Jokic. Il a fait surtout distribuer le ballon. Il a fait jouer, tiens, Gordon, il a l'avantage. T'as vu la qualité de ses passes à Aaron Gordon, les entry passes, qui sont une des passes les plus difficiles à faire dans cette ligue. La passe quand tu serres un joueur au poste, qui a un défenseur qui est en train de lui cogner dans le dos. Pour Jokic, c'est du gâteau, ce truc-là. Et je Ouais. sais pas. Je sais pas comment tu contres ça. Je sais pas. Ah, une autre façon, c'est de demander c'était quand le dernier mauvais match de Jokic sur ces playoffs. Mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un côté un peu mystique dans tout ça. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce que c'est vraiment, voilà, l'heure des Nuggets, ça a l'air d'être leur heure, quoi. Ça a l'air d'être ça. C'est maintenant que ça va se passer, quoi. Non, Et je, pas, et je, pas, sais, je pas sais, je sais pas à mystique. quel point. Ça- Non, non, mais je veux dire, il y a plus, il y a un côté où il y a plus d'analyse concrète du truc, quoi. je regarde, en fait, si tu cherches le mauvais match de Jokic dans les playoffs, bah en fait, il n'y en Mhm. a pas. Ouais, il fait 13 points, 14 rebonds au premier match contre Minnesota, mais bon, il gagne de 30. Et puis Mm. t'as que des gros matchs, quoi. Donc non, moi c'est pas mystique, mais quand t'as, euh, quand t'as maté 25 ans de playoff NBA, en fait, Ouais, parfois tout à et fait. je dis pas ça pour moi, hein, il y a plein de gens, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec, il y a un côté, des fois, et je te dis, moi, au premier tour, ça m'a fait cette impression-là de me dire, les Nuggets, il y a une plénitude, quoi. Il y a Après, un ça truc, ouais. rejoint ce que je trouve aussi intéressant ces dernières années en NBA, c'est qu'en fait, les meilleures équipes ces dernières années en NBA, c'est des équipes, quoi. Vraiment, c'est des équipes. Je veux dire, on a tous vu les Suns et Booker, Durant, qui étaient incroyables, mais ça jouait pas comme une équipe. Là, Denver, c'est une équipe, et en plus, ils sont servis par deux individualités. Alors Jokic qui est vraiment proprement exceptionnel, mais même Murray qui sont en pleine Tout à bourre, fait. quoi. C'est dur de contrer une vraie équipe qui a du vécu,
qui a des solutions, qui a vraiment une expérience. Et quand tes 2 meilleurs joueurs sont à leur top, en pleine bourre, en pleine santé, bon, et là, c'est vraiment ce que dégage Denver, pas uniquement sur ce Game 1, mais depuis le début des playoffs. Alors que Miami, c'est une histoire géniale, etc. Mais c'est jamais la même sensation qui est dégagée, quoi. Ouais. Et puis tu sens que c'est le. Je sais pas, il s'est passé qu'un seul match. On verra sur la suite. Jamais enterrer trop vite les équipes. Non, c'est sûr. Comme tu disais tout à l'heure, il y a une montée d'intensité extrêmement élevée du côté de Miami. Je sais pas, on a déjà vu des trucs se produire qui étaient totalement inattendus. Donc, et surtout avec Miami pour le coup. Tiens. Ouais. Ils ont fait ça tous les playoffs. Donc, en fait, eux, ils sont en confort quand ils sont pas en confort. C'est-à-dire que eux, ils sont bons quand c'est dur. Et ben, il faut que ce soit dur pour tout le monde s'ils veulent avoir la moindre chance. Parce que tant que c'est pas dur pour Denver, franchement, je vois pas le chemin, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On va rester là-dessus pour le mot de la fin. Merci Thomas de m'avoir accompagné. Bah, je t'en prie, toujours un plaisir. Mais ouais, tu m'avais manqué, hein, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu. Hein. Oui, c'est vrai. Tu me laisses plus tout seul comme ça trop longtemps. Hein. Je t'ai laissé. Je reviendrai. Avec grand plaisir, Tom. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Passez un bon week-end. Le prochain match, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi, Nicolas Michel du site Trash Talk, qui a écrit le livre The Eatles, qui est disponible en librairie, sera à mes côtés. Voilà, on va enregistrer ça en soirée, donc ça sera lundi soir, vraiment le prochain numéro. Voilà, donc je vous dis à lundi, et d'ici là, passez un très bon week-end. À très bientôt. Bye bye.